Bonjour à toutes et à tous, un petit rappel sur les courbes paramétrées, ensuite la psy curviligne et un repère de freinée dans le plan, et puis on verra un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Bonne lecture! Je me place dans un repère orthonormé, OIJ, et je trace ici une courbe paramétrée. Alors je rappelle, une courbe paramétrée, c'est une courbe où tous les points ont comme coordonnées x, y, ici on est dans le plan, et des valeurs x, y qui dépendent du paramètre t. X 2t, y 2t, que je note pour plus de facilité, x indice t, y indice t. Je rappelle que x et y sont deux fonctions de t. X, c'est la fonction qui a t associe x 2t, bon, que je note x indice t, etc. Un laps de temps infiniment petit, un laps de temps plus tard, dt, dt plus tard, eh bien je me retrouve en m de t plus dt. Mais si m de t plus dt a pour coordonnée x indice t plus dt, mais ce x indice t plus dt n'est autre que x de t plus ce petit élément dx, ce que j'ai rajouté dx, et pareil pour y de t plus dt, c'est y de t plus dy. Alors que se passe-t-il? Eh bien on observe que le vecteur m de t plus dt, ici, ce vecteur-là a pour coordonnées ceci moins ceci, c'est-à-dire dx, et ceci moins ceci, c'est-à-dire dy. En sorte que le vecteur vitesse, qui, je vous le rappelle, est tangent à la courbe, le vecteur vitesse ici, que je vais noter v indice t. V indice t, c'est quoi? Eh bien, le vecteur v indice t, c'est égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de n de t plus h sur h, c'est-à-dire en fait, je peux enlever la limite et je vais dire tout simplement que c'est égal à m de t plus dt sur dt, 1 sur dt, multiplié par m de t plus dt, en supposant que dt finalement c'est mon h qui tend vers 0. Eh bien ceci a pour coordonnées quoi? Dx sur dt, c'est tout simplement x' de t, que je vais noter x' indice t, et de la même façon y' indice t. Voilà l'expression du vecteur vitesse, tout simplement, dans un repère orthonormé, sur une courbe paramétrée par le paramètre t. Je reste dans mon repère orthonormé ici, et je rappelle donc que tous les points ont pour coordonnées en fonction du temps le paramètre t, x indice t, y indice t, le vecteur vitesse x' de t, y' de t, et le vecteur ici qui va de m de t à m de t plus dt, dt tout petit, eh bien c'est tout simplement dx et dy. Je vais considérer maintenant l'abscisse curviligne du point M, c'est-à-dire, un point M indice t, c'est-à-dire la longueur d'arc parcourue par rapport à un point origine ici, au temps t0, j'aurais pu appeler M indice 0, on aurait pu commencer au temps t égale à 0, t0 égale à 0, mais bon, on va prendre t0, un temps initial, donc c'est quoi S indice t? C'est tout simplement la longueur parcourue, jusqu'au temps t ici. Un peu plus loin, dt plus loin, eh bien, on va se retrouver avec la même longueur S indice t, plus un élément de longueur, ds. Alors, ce fameux élément de longueur n'est autre que la longueur du vecteur m de t plus dt, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec ds au carré égale à dx au carré plus dy au carré, autrement dit, ds égale racine carrée de dx au carré, dx au carré plus dy au carré. Voilà. Autrement dit, si je divise par dt, ds sur dt, c'est la même chose, mais je vais tout diviser par dt sur dt,
le tout au carré. Quand je rentre sous la racine, le dt devient du dt carré, bien sûr. Dt, le tout au carré, et je reconnais là x' de t, y' de t, autrement dit, eh bien, ds sur dt, n'est autre que la racine carrée de x' carré plus y' carré, tout au carré bien sûr. Et ceci, ça n'est autre que la norme du vecteur v. Ça n'est autre que la norme du vecteur v. Vous voyez qu'on retrouve cette formule. Alors maintenant, de là j'en déduis tout simplement que ds c'est égal à quoi? Bien ds, ça n'est autre que la racine carrée de x' de t au carré plus y' de t au carré multiplié par dt. Et si je veux avoir, par exemple, la longueur parcourue jusqu'au point taux, ici, eh bien tout simplement, je vais avoir S de taux, ou S indice taux, qui va être égal à la somme de T0 jusqu'à taux, de tous les ds. De tous les ds. Mais ds, c'est quoi? C'est ceci. Donc, on a racine carrée de x' de t au carré plus y' de t au carré multiplié par dt, tout simplement. Et voilà. Bien, donc la formule vue précédemment, finalement, elle est bien pratique pour calculer des longueurs de courbe. Et ici, vous voyez on considère la courbe comme, c'est le cercle, un cercle de rayon de centre O et de rayon R. Sur ce cercle-là, un point M quelconque, indice T, T, finalement, ici, le paramètre T sera l'angle M0 O M de T, cet angle-là. Et vous voyez que je pars d'un angle nul au départ, donc T0 va être égal à 0, et je finirai avec 2π, donc taux égale à 2π. Je vais calculer la longueur de ce cercle, tout simplement le périmètre du cercle. Alors, M indice T, c'est tout simplement R cosinus T, R sinus T. Je vous rappelle que si ceci vaut R, ici vous allez avoir R cosinus T, et ici R sinus T. Le vecteur vitesse, le vecteur vitesse V indice T aura pour coordonnées x', c'est tout simplement moins R sinus T, et y' qui n'est autre que R cosinus T. Et par conséquent, vous allez avoir S indice de pi, la longueur de l'arc, qui n'est autre que la somme de 0 jusqu'à 2π de racine carrée de quoi? Racine carrée de ceci au carré c'est R au carré sinus carré θ, plus ceci au carré, R au carré cosinus carré θ. Donc ça me fait R au carré, facteur, je mets R au carré en facteur, donc de sinus carré θ, sinus carré t, pardon, c'est bon, j'aurais pu l'appeler θ, c'est vrai, le paramètre, mais bon, cosinus carré t, et le tout dt. Vous voyez, j'applique tout simplement la formule. Qu'est-ce que je trouve? Ceci, c'est racine carrée, ceci est égal à 1, bien sûr, ceci est égal à 1, et donc ça me fait racine carrée de R au carré, c'est-à-dire racine carrée de R au carré, c'est valeur absolue de R, mais comme R est positif, ça me fait R. Donc ceci, c'est égal à R, multiplié par la somme de 0 à 2π de dt, et ceci, donc, c'est égal à t compris entre 0 et 2π, c'est-à-dire 2π. Finalement, on se retrouve avec S 2π, qui est égal à 2πr, bien entendu, formule très connue. Voilà tout simplement un exemple d'application de la formule précédente. Nous
allons maintenant nous convenir de vocabulaire et puis de sens d'orientation. Alors, vocabulaire, une courbe sera dite convexe lorsqu'elle sera comme ceci, hein, c'est-à-dire ici, retournée vers le haut, hein, concave dans le cas contraire. Et sens d'orientation positif des angles classiques, hein, le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens positif, sens trigonométrique, etc. Je considère une courbe maintenant, donc vous voyez que je me suis appliqué à lui faire subir deux orientations, une en convexe et l'autre concave, et on va commencer par le cas convexe. Alors, vous voyez que cette courbe-là, donc lorsqu'elle est convexe, entre deux points M1 et M2, séparés simplement d'un temps dt. Entre M1 et M2, on a tout simplement dt. Si ceci c'était M1, ceci c'est M1 plus dt. Donc je l'ai appelé M2 pour plus de commodité. dt étant infiniment petit, donc au milieu m de t. M1 c'est en quelque sorte m de t moins dt sur 2, et M2 c'est m de t plus dt sur 2. Vous voyez que dt sur 2, le tout me fait dt. Bien entendu, entre M1 et M2, la longueur, c'est notre fameuse longueur infiniment petite ds. Alors, vous voyez que comme ça, c'est une courbure, on peut imaginer un cercle qu'on appelle le cercle osculateur, un cercle qui épouse la courbe à ce niveau-là. Vraiment une approximation de la courbe qui fait vraiment, qui montre bien la courbure. Et donc, on imagine un cercle osculateur dont le centre serait oméga et le rayon rho. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, je considère un vecteur ici que je vais appeler T, vecteur tangent unitaire. Tangent, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est orthogonal, il sera orthogonal au rayon issu de oméga, et ensuite unitaire de norme 1. Alors, que se passe-t-il si ce vecteur a pour norme 1? Vous voyez que le vecteur vitesse, lui, est collinéaire à ce vecteur. Autrement dit, je vais avoir la vitesse, le vecteur vitesse, mon fameux V indice T, qui ne sera... Bon, je vais laisser V, tout simplement. Bon, tout se passe au temps de T. Eh bien, ce vecteur V sera égal à la norme de V, à la norme de V, mais norme algébrique. On va voir pourquoi. Donc, bon, norme algébrique, mais je la laisse comme ça. C'est-à-dire que ça peut être négatif ou positif, on va voir pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais considérer les deux vecteurs tangents, donc infiniment proches, mais j'ai volontairement zoomé beaucoup, de manière à bien montrer comment ça se passe, T1 et T2. Alors, T1, il est comme ceci, T2, il est comme ceci. T1, T2. Alors, T1, c'est finalement T2, T moins dt sur 2, et T2 plus dt sur 2. Et le vecteur T ici au milieu. Alors, on remarque tout simplement, ça c'est de la géométrie élémentaire, ceci c'est un angle droit, ceci j'ai un angle droit ici, eh bien l'angle qui va de T1 à T2, ici, eh bien je retrouve tout simplement cet angle déφ, qui est positif dans le cas de la convexité. Donc de T1 à T2, cet angle déφ. Autrement dit, T2 c'est quoi? C'est T1 plus dt. Et alors vous voyez que pour obtenir T2 à partir de T1, vous voyez que je suis obligé de rajouter ici dt. dt, eh bien j'observe que dt est tout simplement orthogonal à t. Autrement dit, qu'est-ce que j'obtiens? Le dt orthogonal à t, je vais obtenir un dt porté par, ici, la droite, enfin de direction, oméga m indice t, et ce dt qui pointe vers l'intérieur, eh bien, je vais considérer un vecteur ici que j'appelle n, comme ceci, le vecteur n, vecteur orthogonal à t, vecteur unitaire également. Eh bien, je vais écrire tout simplement que dt est collinéaire à n.
Bon, eh bien, dt, le vecteur dt ici, eh bien, c'est tout simplement égal à dt, notre fameux dt, hein, la longueur hein, de dt, hein, multipliée par le vecteur n. Tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire maintenant? Eh bien, tout simplement que dt sur dφ égale à dt sur dφ multiplié par le vecteur n. Vous voyez? Dt sur dφ multiplié par le vecteur n. Alors, n'oublions pas ici que la norme du vecteur t est égale à 1. Donc, ici, finalement, la longueur dt, dt n'est autre que 1 fois dφ. Hein. Bon, tout ça est infiniment petit, hein, donc, dφ, donc dt c'est dφ, donc vous voyez que ceci eh bien, est égal à 1, autrement dit, eh bien, on a notre vecteur n qui n'est autre que dt sur dφ. Deux vecteurs unitaires orthogonaux hein, constituent évidemment un magnifique repère orthonormé. Un magnifique repère orthonormé mobile. Orienté dans le sens direct. Hein. Vous remarquerez que pour aller de t vers n, l'angle est égal à plus pi sur 2. Ce repère-là, c'est un repère mobile, le repère classique, le repère de Freinet. Le repère de Freinet, t, vecteur tangent, n, vecteur, qui pointe le centre de courbure oméga. Notez maintenant que dans le cas concave, eh bien, vous voyez que le centre de courbure se trouve de l'autre côté. Et lorsque vous allez d'un point M1 à M2, ces deux points qui cernent le point M indice T, hein, toujours pareil, hein. Enfin bon, là je parle de T', donc là, vous allez avoir notre défi, hein, l'angle élémentaire, défi, qui va être orienté dans le sens négatif, défi est négatif. Hein. Auquel cas, eh bien, vous avez le vecteur unitaire tangent, grand T, T' ici, eh bien, qui est vers l'arrière. Hein. Donc à l'opposé du sens positif, oui, je n'avais pas parlé du sens positif ici aussi, sur la courbe initiale. Et donc vous avez T' comme ça, N', lui, pointe toujours le centre de courbure, toujours. Hein. Et donc vous voyez que l'angle qui va de T' vers N', eh bien c'est égal à plus pi sur 2. Hein. Ça reste un repère orthonormé, mobile, bien sûr, repère de Freinet, orienté dans le sens direct. Toujours orienté dans le sens direct. Revenons à ce qui a été vu précédemment, donc V porté par le vecteur T, V égale à Vt avec V, valeur algébrique qui peut être négative dans le cas concave et lorsqu'on se déplace dans le sens positif hein, de l'abscisse curviligne. Alors justement, on va revenir à cette abscisse curviligne. Vous voyez que ici, la distance parcourue, et lorsqu'on a un angle dφ, ceci c'est ds. Donc la vitesse finalement, V en valeur algébrique, c'est aussi égal à ds multiplié par ds sur dt, pardon, hein, c'est égal à ds sur dt. Mais je vous rappelle que ds, hein, c'est tout simplement égal à ρ multiplié par dφ. Hein. Donc ça me fait ρ multiplié par dφ sur dt. Dφ sur dt. Alors, c'est là que l'on voit bien que hein, lorsque, effectivement, on se déplace dans le sens positif hein, avec la concavité, comme ceci, hein, avec la convexité, hein, et avec S dans ce sens-là, eh bien, ceci c'est positif. Dans le cas de concavité, hein, avec un arc orienté dans le sens comme ceci, eh bien, ça serait négatif. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de l'accélération. Alors, c'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est tout simplement le vecteur accélération n'est autre que dv sur dt. dv sur dt et v, ceci. Donc on dérive un produit. Donc c'est égal à quoi? On dérive d'abord ceci, donc dv sur dt, multiplié par le vecteur t.
plus v fois dt sur d petit t. Ah, dt sur d petit t, on connaît dt sur d phi, donc dt sur d petit t, c'est tout simplement égal à d phi sur dt, multiplié par dt sur d phi. Et dt sur d phi, c'est n. Ah. d phi sur dt, lui, d phi sur dt, d phi sur dt, regardez à quoi c'est égal. d phi sur dt, c'est égal à v sur ρ. Et donc ceci, c'est égal à v sur ρ, vecteur n. Très intéressant. Donc finalement, à quoi est égal notre vecteur accélération, notre vecteur A? Eh bien, c'est égal dv sur dt, je suis d'accord, multiplié par v fois dt sur dt. Donc ça fait v fois ceci. Donc ça me fait v au carré sur ρ, multiplié par le vecteur n. v au carré sur ρ, multiplié par le vecteur n. Et alors, c'est intéressant. On a exprimé la vitesse dans notre repère de Freinet, avec évidemment v égale à ρ d phi sur dt, hein, et également l'accélération dans le repère de Freinet. Alors qu'est-ce que l'on observe? On observe ici la composante par rapport au vecteur tangent t. Donc on voit bien l'accélération par rapport au vecteur tangent t, dv sur dt, qui peut être positive ou négative suivant la convexité de la courbe. Et évidemment, ici, la composante par rapport au vecteur n, et qui, elle, est toujours strictement positive. Ce qui montre bien que l'accélération, elle a toujours une composante positive par rapport au vecteur n, qui lui pointe le centre de courbure. Vous avez toujours une composante de l'accélération vers la courbure, à l'intérieur de la courbure. Alors, si je traçais le vecteur accélération, vous voyez que j'aurais ici un vecteur accélération A, avec toujours orienté un petit peu vers la courbure, ou beaucoup vers la courbure. Cette composante ici, c'est égal à v au carré sur ρ, et la composante ici, tout simplement, dv sur dt. Voilà nos fameuses formules, et ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu comment évolue la vitesse en fonction de l'accélération, etc. Enfin, comment on pourrait voir ça de manière très, très simple. Eh bien, on va regarder la vitesse en valeur absolue. La vitesse en valeur absolue, vous voyez que la valeur absolue de v n'est autre que la racine carrée de v au carré. Autrement dit, la valeur absolue de v a la même variation que v au carré, finalement. Et v au carré, je vous rappelle que ceci, c'est égal à vecteur v scalaire vecteur v. Autrement dit, étudier les variations de la valeur absolue de v revient à étudier les variations du produit scalaire v au carré. Or, que se passe-t-il lorsque je veux étudier la variation de... donc j'ai ceci, dv sur dt, tout simplement égal à la variation de v au carré sur dt. Mais ceci c'est quoi? Ceci c'est égal à quoi? C'est égal à deux fois, eh bien, le vecteur v multiplié par dv sur dt. C'est-à-dire, c'est égal à deux fois le vecteur v scalaire, le vecteur a. Scalaire, ceci c'est produit scalaire, donc vecteur a. Autrement dit, lorsque ceci c'est positif, eh bien en valeur absolue, la vitesse augmente.
Lorsque le produit scalaire est nul, la vitesse, la vitesse est nulle, hein, le mobile s'arrête. Et lorsque, évidemment, le produit scalaire est négatif, eh bien, la vitesse va diminuer. Alors, ça se voit comment? Eh bien, lorsque vous avez le produit scalaire AV qui est positif, ça veut dire que A, V, grosso modo, vont dans le même sens, la vitesse augmente. Lorsque AV est positif, vous avez la valeur absolue de la vitesse qui augmente. Lorsque AV, négatif supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, bien entendu, on a la situation inverse dans ce cas-là. Donc, vous voyez que, un peu géométriquement, hein, très facile de voir comment évolue la vitesse du mobile en fonction de l'accélération. Bien entendu, hein, on se rend compte que le produit scalaire de V par le vecteur A dans ce repère orthonormé MTN, bien entendu, c'est égal à V multiplié par dV sur dt, hein, V multiplié par dV sur dt, et plus 0 fois V au carré sur ρ. Bon, bien entendu, on retrouve la même formule ici. Hein, l'espace, on ne parle plus de repères de Freinet, mais de triplés de Freinet, 3 vecteurs. Alors prenons l'exemple, je ne sais pas moi, d'une spirale par exemple, comme ceci. Alors le vecteur t, ça reste le vecteur tangent. Le vecteur tangent, donc, vous voyez, vecteur finalement collinéaire au vecteur vitesse. Vecteur t. Le vecteur n qui pointe, comme toujours, le centre du cercle osculateur, le centre du cercle, c'est-à-dire le centre de courbure finalement, et le vecteur n ici, donc, à partir, voilà. Alors, on peut noter que le vecteur, alors le point M associé au vecteur t et au vecteur n constitue un repère orthonormé. Le repère orthonormé d'un plan, ici, que je vais appeler le plan osculateur. Le plan osculateur, et on remarque que ce plan osculateur contient le cercle osculateur ainsi que, évidemment, le centre de courbure. Eh bien, il ne reste plus qu'à trouver le troisième vecteur, classiquement, un trièdre direct. Hein. Vous voyez que la règle donc Tn, hop, va me donner le vecteur B, hein, par-dessus, le vecteur B, vecteur de norme 1, qui est à la fois orthogonal au vecteur T et au vecteur N, pour former un repère orthonormé de l'espace. Donc c'est le trièdre de Freinet, ou triplé, on dit aussi triplé de Freinet, et qui effectivement est un repère mobile, hein, comme le repère de Freinet l'était dans le plan. Merci.